À la fin du XVe siècle, le mariage d'Isabelle de Castille avec Ferdinand II d'Aragon va sceller la plus puissante alliance des royaumes chrétiens qui a jamais régné sur la péninsule ibérique. Après avoir pris le contrôle de la plus grande partie du territoire espagnol, les monarques décident de financer le voyage d'un des plus célèbres explorateurs de l'histoire, Christophe Colomb. La découverte d'un nouveau monde par ce capitaine de navire génois ouvre une ère d'exploration et de conquête territoriale comme jamais la planète n'en avait connu jusqu'alors. Au cours des 2 siècles suivants, les conquistadors vont apporter une richesse et un pouvoir sans précédent aux monarques ibériques. Ces derniers vont développer leur puissance maritime, bâtir d'imposants palais et forteresses, et imposer leur domination culturelle à travers le monde. En survolant la péninsule ibérique aujourd'hui, on peut toujours contempler l'héritage de cet âge d'or espagnol dans le territoire. Le professeur Juan Luis Carriazo Rubio est un spécialiste de l'histoire des conquistadors à l'université de Huelva. Aujourd'hui, il s'apprête à découvrir son pays sous un angle nouveau. Ça fait plusieurs années que j'étudie l'histoire de ces territoires dans les archives des bibliothèques et dans les documents très anciens. Et pour quelqu'un qui se consacre tous les jours à la recherche, c'est vraiment étonnant de voir ces lieux depuis le ciel. Ces lieux chargés d'histoire et de sens. Regarde Carlos, tu vois la raffinerie ? On est pile au confluent du fleuve Tinto et du fleuve Ordiel, d'où sont partis les navires de Colomb, la Pinta, la Niña et la Santa Maria. Juste avant l'aube, le 3 août 1492, Christophe Colomb ordonne à ses équipages de lever l'ancre et de hisser les voiles de ces 3 caravelles affrétées par la couronne de Castille. Espérant découvrir une nouvelle route des Indes, menant à la soie, aux épices et à l'or, le navigateur et son équipage longent la côte ibérique avant de voguer vers l'ouest. Ils sont partis de cet estuaire vers l'océan Atlantique, inconnu à l'époque, et dont les marins originaires de Palos de la Frontera, Morguer et de Huelva ne connaissaient rien. Ils formaient le gros de l'équipage de Colomb. Et sur environ 90 marins embarqués sur les 3 bateaux, 70 étaient originaires de ces régions riveraines du Tinto. Alors que la Terre disparaît au loin, Christophe Colomb sait qu'il est au début d'une aventure périlleuse. Mais pour le marin génois, c'est la fin de 8 années de négociations et d'échecs. Il sait aussi que ce voyage aurait été impossible sans l'appui précieux des membres d'un petit monastère franciscain nommé la Rábida. La Rábida, le phare en arabe, a été fondée en 1261 pour protéger les religieux franciscains des pirates qui écumaient la côte sud de la péninsule. Construit sur une bâtisse musulmane, le monastère tel que nous le connaissons aujourd'hui a été érigé à la fin du XIVe siècle. Ce monastère est devenu célèbre en 1485, quand Colomb arrive du Portugal. Découragé par le manque d'adhésion à son projet, il vient se réfugier dans ce monastère. Il est accueilli par frère Antonio de Marchena, qui avait une bonne connaissance des cartes de navigation, ainsi que par le prieur du monastère, le père Juan Pérez,
qui plus jeune avait été le comptable de la reine et son confesseur. Il l'a soutenu, intervenant en sa faveur auprès de la reine. La reine lui a donc accordé 3 caravelles, prêtes à partir depuis le port de Palos, afin d'entreprendre le voyage. C'est comme cela que la Rábida a participé à la découverte du Nouveau Monde. Le 17 avril 1492, la monarchie castillane signe les capitulations de Santa Fe qui accordent officiellement à Christophe Colomb le droit d'explorer une nouvelle voie commerciale vers les Indes. Pour organiser son voyage, Christophe Colomb se tourne à nouveau vers les moines franciscains et la Rábida devient son quartier général. Christophe Colomb est un étranger et toutes les portes lui sont fermées. Grâce aux moines franciscains, les frères Pinson acceptent la proposition de Christophe Colomb et soutiennent son idée. Et c'est grâce aux frères Pinson que ce voyage peut se faire. Car si Christophe Colomb est un visionnaire, il n'est pas un leader, alors que Martín Alonso Pinson, lui, en est un. C'est une personne très respectée dans toutes les villes environnantes, avec une grande expérience du monde maritime, qui va utiliser ses talents pour susciter l'adhésion et qui soutiendra économiquement l'expédition de Colomb. Avec son frère, Vicente Yanes Pinson, ils piloteront les caravelles. Aujourd'hui, avec le recul, ce voyage est une véritable aventure. Christophe Colomb atteint les côtes caribéennes le 12 octobre 1492, convaincu qu'il a découvert une région reculée de l'Orient. L'aventurier ne restera pas longtemps seul à partir à la découverte de nouvelles contrées. Le 7 juin 1494, les rois catholiques et la couronne portugaise signent le traité de Tordesillas, par lequel ils se partagent le monde. À l'ouest de cette ligne, les terres qui seront découvertes reviendront à la couronne d'Espagne. À l'est, aux Portugais qui découvriront en 1500 les côtes de l'actuel Brésil. La promesse de trouver des richesses inépuisables dans ces nouveaux territoires se répand rapidement à travers la péninsule ibérique et dans toute l'Europe. En 1507, les cartographes dessinent les premiers contours des Amériques. Attirés par l'opportunité de faire rapidement fortune et d'acquérir puissance et renommée, une nouvelle famille d'explorateurs est née, les conquistadors. Épris d'aventure, la plupart de ces mercenaires viennent d'une région pauvre et aride, qui s'étend entre Lisbonne et Madrid, l'Extrémadour. Aujourd'hui, on raconte qu'au XVIe siècle, chaque village de l'Extrémadour a envoyé au moins un de ses hommes vers le Nouveau Monde. C'est vraiment un paysage très caractéristique, avec une végétation qui nous ramène à une époque où l'élevage était fondamental. Là-bas, on aperçoit la ville de Trujillo, avec ses monuments quasiment figés dans le temps, au XVIe siècle, qui fut l'âge d'or de Trujillo. Trujillo est le lieu de naissance de Francisco Pizarro, l'un des plus célèbres conquistadors de l'histoire, qui s'est emparé de l'Empire Inca et a offert le Pérou à la couronne de Castille. Alors que nous survolons la Plaza Mayor de Trujillo, nous repérons les différents palais bâtis grâce aux nombreuses expéditions du conquistador. Voilà, nous sommes sur la magnifique place principale de Trujillo. Une place très animée où il y avait tant de marchés, où tant de palais furent construits. Un lieu où sont passés tant de conquistadors et de personnes qui sont revenus du continent américain couverts de richesses.
Le professeur Esteban Mira Caballos, grand spécialiste des relations entre l'Espagne et l'Amérique du Nord au XVIe siècle, est l'auteur d'une biographie de Francisco Pizarro. Voici le palais Marqués de la Conquista, commandé par Hernando Pizarro, frère du conquistador Francisco Pizarro, et par sa femme Francisca Pizarro Yupanqui. Le palais, du style de la Renaissance, a été construit à la moitié du XVIe siècle. On aperçoit les blasons, et le blason que la famille Pizarro possédait avant la conquête du Nouveau Monde. Et là, sur le balcon d'angle, le roi Inca Atahualpa est représenté, les mains plongées dans un coffre rempli d'or, ainsi que 8 chefs indigènes enchaînés. Et là, juste au-dessus, la ville de Tumbes, qui a été la première ville occupée par Francisco Pizarro quand il a débarqué au Pérou. Un conquistador est une personne disposée à mourir ou à tuer pour obtenir l'honneur et la fortune. Pizarro n'est pas moins que ça. Un conquistador, une personne qui décidait de la vie et de la mort et qui était prêt à jouer sa vie pour obtenir l'honneur plutôt que la richesse. L'honneur pour lui, pour sa lignée et pour sa famille. Toute l'Extrémadure était une province d'émigrants, parce que la terre était très pauvre et le peu qu'ils en tiraient revenait aux grands propriétaires, qui n'habitaient pas en Extrémadure, mais à Séville ou à Madrid. Donc les habitants d'Extrémadure n'avaient pas le choix et étaient obligés d'émigrer. C'est ce qui explique que ceux qui vivaient là sont partis pour les Amériques.